Écoutez, un grand merci d'être parmi nous ce soir pour écouter donc cette conférence qui vous est proposée par Martine Denoyel, qui est conservatrice du patrimoine à l'Institut national du patrimoine et qui a été aussi conservatrice au musée du Louvre. Également Claude Pousadou, donc directrice du centre scientifique Jean Bérard, de l'école du CNRS, École française de Rome. Voilà, un grand merci d'être parmi nous ce soir. Vous avez contribué à la fois à l'exposition et au catalogue, notamment, et donc on est très heureux. Vous êtes les derniers, presque les derniers en fait. Il y a encore une autre conférence qui sera proposée en novembre par Lucien François Gantès et Stéphane Abellon. Voilà, donc nous vous proposons ce soir, en fait, donc cette conférence autour des héros voyageurs de la Grèce antique, Jason et les Argonautes. Je vous propose qu'on se retrouve après une heure d'intervention et puis je vous laisserai évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Et je vous souhaite donc une très bonne conférence. À tout à l'heure. Merci beaucoup. On va donc embarquer, mais je voulais préciser aussi que Jason et les Argonautes ne sera qu'une partie de notre voyage, puisque Claude Pousadou parlera après moi de Ulysse. Donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui, j'en remercie beaucoup mes collègues du musée d'histoire de Marseille et Louise Détré, qui est commissaire de cette très belle exposition, de devoir vous parler d'un mythe, un cycle d'histoire et d'aventure qui se passe en grande partie sur la mer, qui a eu une fortune immense, que ce soit dans l'Antiquité, dont il a nourri la littérature, la poésie, le théâtre et les arts visuels, grecs, étrusques, romains, mais également dans l'Europe moderne, l'Europe de la Renaissance, l'Europe de l'humanisme, grâce entre autres au texte des Argonautiques de Apollonios de Rhodes, écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui a fixé, qui a popularisé par écrit les épisodes principaux, grâce aussi aux nombreuses citations ou évocations qui en sont faites par les auteurs anciens. Il s'agit donc de l'histoire du héros thessalien Jason et du voyage qu'il accomplit pour la quête de la toison d'or, une peau de bélier couverte d'or, d'origine divine, avec une compagnie d'autres héros, et non des moindres, appelés les Argonautes, ceux qui naviguaient sur la nef Argo. On peut découvrir de vraies merveilles à rechercher parmi les témoignages de la fortune du mythe à toute époque, jusqu'aux supports les plus contemporains d'ailleurs, hein, le cinéma, les jeux vidéo. Évidemment, ce n'est pas le lieu ici de vous en parler, parce que c'est un autre sujet qui pourrait faire l'objet de plusieurs conférences. Mais je vous montre juste quelques exemples de ces témoignages d'époques dans lesquels on a redécouvert ou voulu fixer ou voulu imiter ou adapter le mythe des Argonautes. Vous avez ici par exemple cette très belle carte du géographe anversois Abraham Ortelius, donc carte du XVIe siècle, qui représente le monde parcouru par les Argonautes, soit la mer Égée, le Bosphore, la mer de Marmara, la mer Noire, on va revoir ça d'un peu plus près, et à l'ouest, la mer Ionienne et la Méditerranée côté tyrrhénien, deux grands bassins que les voyageurs, et c'est une particularité de ce voyage des Argonautes, qu'on pourra comparer d'ailleurs à celui d'Ulysse, qui est très différent. Les voyageurs rejoignent ces deux grands bassins de la Méditerranée antique, et même au-delà, à travers les terres, à travers les Balkans. Cette géographie mythique, qui bien sûr était faite chez les Grecs d'expériences réelles autant que d'illusions, que de fausses connaissances, de connaissances un peu fantasmatiques, a beaucoup intéressé, au même titre que celle de l'Odyssée justement, mais dont les pas d'ailleurs des héros se recoupent avec ceux des Argonautes, dont l'expédition est d'ailleurs plus ancienne. Et a beaucoup intéressé, et on a essayé de recréer donc visuellement dès cette époque le parcours des Argonautes. On a essayé aussi à la Renaissance, à partir des textes d'Apollonios de Rhodes, de créer des cycles illustrant les aventures de Jason. Et ici vous avez un très belle peinture de panneaux de Cassone de Florence à la fin du XVe siècle, qui vous montre l'arrivée de Jason chez le roi Aétès en Colchide et les Argonautes qui s'emparent de la toison d'or et qui s'enfuient.
Donc tout ceci en costume d'époque, en costume du XVe siècle. Et puis, autre exemple assez amusant, c'est les défilés sur fleuves fluviaux qui ont été faits à l'occasion du mariage de Côme de Médicis en 1608 et dans lesquels les bateaux représentaient mettaient en scène justement la nef des Argonautes avec Jason et avec Athéna, Minerve, qui préside au défilé de cette nef mythique. Je vais donc assez vite parce que je ne veux pas te prendre de temps sur l'imagerie antique. C'était juste pour mettre en parallèle, si vous voulez, cette imagerie moderne à laquelle on est peut-être un peu plus habitué, avec donc l'imagerie antique et examiner ce qu'elle nous apprend de la perception qu'avaient les Grecs et leurs clients, leurs voisins et leurs clients qui, eux, sont non grecs, italiques ou étrusques, qui achetaient les vases grecs, on en a parlé ce matin déjà dans l'exposition, des différents épisodes de ce cycle. Celui-ci est en effet foisonnant de personnages, notamment dans cette partie proprement dite de l'expédition d'Argo et des Argonautes à la conquête de la Toison, où Jason est accompagné d'une cinquantaine de héros, parmi lesquels on retrouve des noms très fameux, comme Castor et Pollux, Héraclès, les Boréades, Zéthès et Calaïs, qui sont les fils du dieu du vent Borée, ou encore Orphée ou Atalante dans certaines versions. Mais la geste même de Jason en tant que héros, qui commence avant l'expédition, au moment où il revient à Iolcos, qui est sa véritable patrie, pour prendre un trône qui devait lui revenir de droit, et il le trouve usurpé par son oncle Pélias. Cette geste-là inclut de nombreuses autres figures, dont certaines ont été développées de manière très importante, et en particulier celle terrible et fascinante de Médée, sur laquelle je reviendrai. Mais donc la geste de Jason, déjà, puise son origine dans une autre histoire, qui est celle de Phrixos, et du bélier à la Toison d'Or. Phrixos et sa sœur Hellé, en effet, sont sauvés de la haine de leur marâtre, Ino, qui cherche à les détruire par tous les moyens, par un bélier envoyé par Zeus, qui les emmène en Orient, en Colchide, qui donc les emmène hors d'atteinte de leur belle-mère, sur les rives de la mer Noire, chez le roi Aïétès. Là, le bélier, qui transportait donc Phrixos et Hellé, est sacrifié à Zeus. Il avait été envoyé par Zeus et on le rend à Zeus au moyen d'un sacrifice. Et sa toison couverte d'or est exposée sous la garde d'un dragon dans un sanctuaire consacré à Zeus. Comme vous le savez, peut-être, Hellé n'arrivera jamais en Colchide parce qu'elle chute dans la mer depuis le dos du bélier, mer qui prendra son pont, l'Hellespont. Aussi, Phrixos, que vous avez ici sur ces vases, est très souvent représenté seul sur le bélier. Il y a un vase apulien qui nous montre la chute d'Hellé, Phrixos étant encore sur le bélier, mais la plupart du temps, le motif de Phrixos accroché au bélier ou sur le bélier est devenu un motif traité indépendamment. Comme sur ces deux exemplaires, l'un qui est produit à Athènes, et qui est d'ailleurs présenté dans l'exposition, que vous avez à gauche, ce petit cantharatique de la classe de Bonn 94. Vous voyez d'un côté Phrixos qui est accroché au bélier plutôt que monté sur le bélier, et de l'autre côté une scène qui semble a priori très, très différente, où on voit une sorte de, peut-être une anodos, un surgissement d'Aphrodite qui évoque sa naissance avec un satyre qui tape la terre pour la faire sortir. Donc quelque chose de plus, il fait allusion à des choses plus rituelles. Et puis à droite vous avez presque un siècle après, produit en Apulie, probablement à Tarente, un plat apulien qui s'insère dans un autre langage, qui nous montre le héros, donc accroché au Phrixos, accroché au bélier, qui traverse la mer. Il y a un dauphin, il y a une seiche qui évoque le monde marin, et entouré, comme c'est le cas sur certains vases qu'on appelle les plats à poissons, de créatures marines pour signifier vraiment la présence de l'univers marin. On parlait ce matin dans la conférence de langage figuré, et le langage figuré de ce plat apulien, qui est différent de celui du petit vase attique, est intéressant parce que l'univers marin donc est une allusion, est toujours une métaphore, la traversée de la mer, donc une métaphore du passage de l'âme du monde terrestre à l'au-delà, et il est possible donc ce plat ici est aussi revêt un sens qui accompagne justement l'histoire de Phrixos. Partir vers des lointains inconnus, c'est évidemment une métaphore du passage à l'au-delà. Le maillon qui relie l'histoire de Phrixos et du bélier merveilleux, donc à celle de Jason et de la Toison, outre le bélier qui est donc devenu peau de bélier est devenu la Toison d'Or, c'est Argos, le fils de Phrixos,
qui sera l'un des héros qui participe à l'expédition, mais un héros important puisqu'il est le créateur du bateau miraculeux, Argo, dont le nom signifie d'ailleurs rapide, dont je redirai un mot, puisqu'il est plus qu'un élément, si vous voulez, il est plus qu'un support, plus qu'un transport, il est aussi un protagoniste à part entière de l'équipée. Même si la légende des Argonautes est très ancienne, est déjà connue par Homère et par Hésiode, donc elle est antécédente, comme je disais, aux poèmes épiques, à l'Iliade et à l'Odyssée. Étonnamment, elle n'est pas très présente dans les arts figurés grecs à la période archaïque et à la période classique, et notamment sur les vases produits à Athènes. Aussi bien Jason seul que la troupe des Argonautes n'apparaissent que rarement, voire pas du tout durant certaines périodes. Ici, vous avez une coupe qui est signée par le peintre Douris, qui est un des représentants majeurs de la peinture de coupe attique de l'archaïsme récent, qui travaille dans le premier quart du 5e siècle. Et vous voyez ces personnages un petit peu rigides, c'est tout à fait typique de ce qu'on appelle le late archaïsme. Et cette coupe est très exceptionnelle en ce qu'elle nous montre une iconographie tout à fait unique, c'est-à-dire Jason qui se trouve dans la gueule d'un dragon qui est en train de le recracher. Devant l'arbre où est suspendue la toison, vous voyez ici les cornes de bélier, la peau de bélier et les cornes qui sont ici. Et puis sous l'œil d'Athéna en grand apparat qui tient sa chouette dans sa main et qui est en armes. C'est un thème tout à fait étonnant. La position du corps de Jason, avec ses mains qui pendent, avec ses cheveux qui pendent vers la terre, semble adaptée d'un autre schéma qui est beaucoup plus fréquent à l'époque, l'archaïsme, c'est le motif du guerrier mort qui est porté par un compagnon. Achille porté par Ajax, par exemple, avec ce poids du corps mort qui tend vers la terre. Donc on sent que le peintre est inspiré à utiliser des schémas qu'il connaissait pour une iconographie tout à fait particulière et exceptionnelle, dont on ne connaît pas d'ailleurs dans les textes. Il n'y a pas d'épisode qui nous disent que le dragon est avalé Jason. Donc c'est peut-être Médée qui a donné un filtre, puisqu'on sait qu'elle a aidé Jason à ce moment-là pour qu'il le régurgite. Mais c'est un exemple ici d'un choix très spécifique, hors tradition, de la part du peintre, qui peut-être trouverait une explication du côté de ce à quoi on a fait allusion ce matin, c'est-à-dire des destinataires du vase. Le vase a été trouvé à Cerveteri, donc dans une nécropole étrusque. Il est possible qu'il y ait là un choix iconographique qui soit lié avec le destinataire. Toujours est-il que, même dans son exploit majeur, qui est donc la prise de la toison, Jason est peu représenté à Athènes. Ici aussi, l'exception qui confirme la règle, un cratère à colonnettes qui provient de Gela, en Sicile, sur lequel je reviendrai. La compagnie des Argonautes elle-même, cette troupe extrêmement nombreuse, faite de héros prestigieux, cette troupe impressionnante par le nombre et la qualité des héros, est-ce qu'elle a été représentée finalement à Athènes et en milieu attique? À vrai dire, pas plus. Si on considère que ce fameux cratère en calice du Louvre, qui est attribué au peintre d'Héniobite, donc cratère attique, peintre attique, juste avant le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, et dont la scène principale, vous voyez ici une scène qui montre Héraclès debout, avec sa massue et son arc, qui est entouré d'autres héros. Certains sont nus, d'autres sont en armes, qui sont tous immobiles. C'est une situation d'attente. Il y a Athéna qui les accompagne. Elle a été très longtemps associée avec les Argonautes. On l'a très, très souvent interprétée. Les premières interprétations, à partir de la fin du XIXe siècle, peu après la découverte du vase dans la nécropole d'Orvieto, ont tout de suite posé une représentation de la troupe des Argonautes. Avec Héraclès, il en faisait partie. Mais cette lecture reposait cependant essentiellement sur un passage de l'écrivain voyageur antique Pausanias, qui, visitant Athènes, avait écrit ceci. Il existe dans la Nakéion, le temple des Dioscures à Athènes, un tableau de Micon figurant ceux qui avaient fait voile pour Colchos avec Jason. Le groupe le plus poussé est celui d'Acastos avec ses chevaux. Donc Pausanias est toujours assez laconique sur les représentations et donne toujours des détails sur lesquels ensuite on essaye de retrouver, de reconstruire les tableaux qu'il avait vus, et souvent d'ailleurs ceci à travers des vases ou à travers des monuments, d'autres, puisque comme vous savez, toutes ces belles peintures murales ont disparu. Sur le côté du vase, effectivement, il y a un personnage avec un cheval,
Et certains commentateurs avaient aussi pensé pouvoir identifier les Dioscures dans 2 des personnages qui se trouvent de chaque côté de l'anse. Mais depuis, d'autres interprétations ont remplacé celle-ci. Et on y voit plutôt donc aujourd'hui une apparition d'Héraclès au héros de Marathon, donc une sorte de représentation symbolique qui ferait allusion à la bataille de Marathon, pour tout un tas de raisons sur lesquelles évidemment je ne peux pas entrer ici. Cependant, ça nous montre que vers le milieu du 5e siècle, et peint par un des plus grands peintres de l'époque, Micon, il y avait dans un édifice religieux d'Athènes une fresque qui représentait les Argonautes. Si on cherche des témoignages visuels qui soient parvenus jusqu'à nous, pourtant, c'est en Grèce d'Occident, donc sur le sol de l'Italie, qu'ils sont le plus présents en Grande Grèce, l'Italie du Sud, les colonies grecques d'Italie du Sud et leur région d'influence, en Étrurie. Et c'est là qu'une iconographie complexe de l'expédition, avec une représentation de plusieurs des Argonautes, avec les représentations de Jason, de Médée dans certains cas, apparaît pour la première fois et se met en place à partir de la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc en pleine période classique. C'est tout de même un peintre athénien, le peintre de Talos, que revient l'un des premiers chefs-d'œuvre et le vase le plus raffiné de toute la série, qui est le cratère à volute conservé au musée Jatta de Ruvaux, où est dépeint l'épisode de la confrontation des Argonautes avec le géant de bronze Talos. J'y reviendrai. Je vous le montre ici en vue partielle, sur le côté, sous l'anse. Vous avez la scène qui se situe sous l'anse du cratère, ici, avec un reflet, je suis désolée, dû à mauvais éclairage et mauvaise photographe, avec une représentation qui est importante puisqu'on y voit l'évocation de la nef Argo, qui est accostée au rivage, et plusieurs des Argonautes qui ne prennent pas part à cette action en direct, donc qui assistent à la scène principale qui se trouve de l'autre côté. Et là, ce sont les Boréades, si je me souviens bien, Zétès et Calaïs, qui sont mollement installés sur le pont du bateau et qui regardent leurs compagnons vaincre Talos. C'est la poupe du bateau et on la reconnaît au gouvernail. Je vous ai mis ici une photo que j'ai prise hier dans l'exposition avec cette très jolie maquette de bateaux grecs qui figure justement dans la section dédiée aux Argonautes, et vous voyez comment cette poupe de bateau avec son aphlastone ou aplustre, qui est cette espèce d'éventail décoratif en métal qui est branché sur la poupe, et la présence du gouvernail ici derrière. Et par exemple, ici, vous avez un pont qui est évidé, sous lequel il y a un espace vide, et vous voyez qu'on le retrouve ici. La structure du bateau est vraiment exactement la même. Ici, elle est supportée par des petites colonnettes ioniques, mais c'est un bateau extrêmement raffiné. Donc, la poupe donc, du bateau, qui constitue un élément qu'on retrouve à partir de ce moment-là, pour les vases trouvés sur le sol de l'Italie représentant le mythe des Argonautes, ou produits même en Italie, comme c'est le cas ici à gauche sur l'hydrie du peintre d'Amicos, vous avez cette poupe. Alors je m'excuse parce qu'il y a écrit proue un peu partout, on trouve beaucoup l'idée, c'est une erreur intéressante, et j'ai recopié moi-même dans le catalogue, je crois, le fait qu'il s'agit de la proue, donc mea culpa aussi. En fait, j'ai réalisé que c'était une poupe, effectivement, et que donc ça change un petit peu le sens de la scène. C'est plus intéressant parce que vous avez un bateau qui est accosté au rivage dans sa partie arrière, ce qui veut dire qu'il va repartir. Il y a toujours cette idée que les Argonautes sont en mouvement et qu'une fois leur exploit réussi, une fois les mauvaises rencontres liquidées, là ils sont en train de punir Amicos, eh bien ils repartent pour leur voyage. Et à droite, vous avez la même chose, c'est-à-dire vous avez aussi la poupe d'Argo dans l'épisode de Jason décrochant la toison, avec ce détail tout à fait étonnant de cette petite tête féminine, vous le voyez, qui figure en haut et qui est tournée donc vers l'intérieur du bateau, et qui fait peut-être allusion au fait que effectivement Argo, la nef, était un bateau oraculaire. Il avait été construit donc par Argos avec l'aide d'Athéna. Et pour ce faire, Argos avait prélevé sur des chaînes sacrées consacrées à Zeus, dans le sanctuaire de Dodone, des pièces qu'il avait fixées à la proue.
Et cette proue parlait, elle était oraculaire. Donc vous voyez que le navire est lui aussi miraculeux, et c'est peut-être ce côté justement parlant humain qui est évoqué par la petite tête ici, dans ce dessin extrêmement relâché de ce peintre qui n'est pas vraiment un grand artiste, mais qui a mis ce détail signifiant sur le bateau. Alors, oui. Alors, l'expédition proprement dite nous est restituée dans les documents visuels grecs par un nombre assez limité d'épisodes. C'est un peu le cas de l'Odyssée aussi d'ailleurs, hein, que l'on connaît également par les récits écrits et qui se situent donc en mer Égée et en mer Noire. Les Argonautes, en effet, rassemblés par Jason, donc que Pélias envoie chercher la toison d'or en Colchide en espérant bien entendu s'en débarrasser. C'est une structure assez fréquente dans les mythes grecs de héros qu'on envoie effectuer des exploits. Donc les Argonautes avec Jason s'embarquent à Pagasae, dans l'actuel golfe pagazétique où se trouve la ville de Volos. Pagasae, c'était le port de Iolkos qui donc se trouve sur la côte de Thessalie, et font voile vers l'est pour rejoindre la mer Noire et la partie orientale de la mer Noire où se trouve la Colchide. Je reviens en arrière. Comme vous le voyez, la Thessalie, je voulais quand même montrer quelque chose avant. La Thessalie, cette légende est intéressante parce que la côte de Thessalie est naturellement ouverte sur la partie nord-est du bassin de la mer Égée, hein, et de manière horizontale vers l'est, vers la Propontide et vers la mer Noire. Donc pas un hasard si le héros est thessalien. On peut imaginer que la Thessalie était une partie de la Grèce. D'ailleurs, on le sait, elle était en contact déjà avec la partie nord de la mer Égée et aussi avec les colonies du Pont. On a des traces archéologiques de circuits dans toute cette région-là. Donc, les Argonautes font voile vers l'est, et pour ce faire, ils s'arrêtent ils font une première escale à Lemnos, où ils se seraient unis lors d'une nuit aux femmes de l'île, qu'une vengeance d'Aphrodite avait pourvu d'une très mauvaise odeur, et qui, pour cette raison, étaient fuies par leur mari. Moi, je le dis très sérieusement, hein, c'est le mythe qui le dit. Alors, on a bien tenté de voir une illustration de cet épisode dans le cratère en calice du Pin d'Héniobite que je pensais avoir, voilà, que j'avais remis là. Là aussi, il y a eu une interprétation dans l'école de ceux qui voyaient les Argonautes dans cette troupe, celle de Paul Girard à la fin du XIXe siècle, qui pensait qu'on avait là une représentation du moment où Héraclès s'étant aperçu que ses compagnons avaient été un petit peu légers pendant cette nuit avec les Lemniennes, les Morigènes, les sermonne en leur disant écoutez, c'est pas sérieux, il faut qu'on reparte maintenant. Ce que disait Paul Girard sous la forme Héraclès fait la leçon à ses compagnons pour leur molle conduite. Je plaisante un petit peu, mais évidemment cette interprétation s'inscrit dans toute une école de pensée qui pensait voir les Argonautes et qui cherchait beaucoup quel pouvait être l'épisode qui était représenté ici. Or, comme Héraclès porte sur le visage des marques de tristesse, de fatigue ou de mécontentement, ça a donné lieu là aussi à des commentaires psychologiques. Et donc, on a pensé que ça pouvait être la fiesta, en fait, organisée par ses compagnons avec les lesbiennes qui l'avaient fortement contrariée. Bon, c'est évidemment aujourd'hui une hypothèse qu'on n'accepterait plus, donc on n'a pas de témoignage de ce qui se passe réellement à Lemnos. La première étape du voyage dont l'Antiquité grecque nous a livré une image, c'est la rencontre en Bithynie avec le roi des Bébris, Amykos, qui s'oppose à une rencontre conflictuelle puisque Amykos refuse de les aider. Les Argonautes veulent demander leur chemin et demander où trouver une source de l'eau, ce qui est normal. Les voyageurs à longue distance cherchent en général ce genre de choses. Mais Amykos refuse et les défie au pugilat. Mal lui en prend puisqu'il est vaincu par Pollux, l'un des Dioscures, qui était particulièrement habile dans cette discipline. Et sa défaite est représentée donc sur une hydrie à figure rouge de la deuxième moitié du 5e siècle, produite dans la cité de Métaponte en Italie du Sud, qui figure dans l'exposition qui a lieu ici, par un peintre de vase qui a reçu, à cause de cette image, cette représentation, le nom de peintre d'Amykos. C'est la première et la seule apparition de cet épisode en Grande Grèce, parce que cet épisode a été repris, mais dans un contexte différent, dans un contexte étrusque.
Voici la figure en 3 dimensions du géant enchaîné à un rocher, qui est une véritable création par rapport au personnage un peu plus standard que le peintre fait d'habitude, en présence des dioscures, qui sont donc d'un côté, de part et d'autre. Vous voyez que l'un tient un strigile pour faire allusion à une compétition sportive. Des boréades, qui sont donc les fils de Borée, et qui ont des ailes, qui sont ailés. À côté duquel se tient un héros tenant une rame qu'on appelle en général Jason, mais je trouve que c'est un petit peu pas suffisant pour l'identifier avec certitude. Ça pourrait être le pilote aussi d'Argos, donc Argos lui-même. Le tout est placé dans un contexte donc extrêmement dionysiaque, et ça je l'ai montré aussi ce matin à la conférence. On a non seulement une frise inférieure qui voit courir des satyres, des ménades autour de Dionysos, mais on a aussi à côté de la scène des satyres qui assistent à la scène, qui semblent s'en réjouir, encourager, participer. Et donc il est un petit peu long de s'attarder sur la spécificité de cette image, mais on est ici avec la façon dont les corps sont positionnés, les rochers, les plantes. Je reviens un instant sur l'image d'Amicos, qui est assis sur un rocher couvert de plantes, l'image de la source, la manipulation des amphores dont nous avons parlé aussi, amphores à la source, ce qui est une chose qui n'apparaît pas à Athènes, qui n'apparaît pas en Grèce continentale, où les amphores sont toujours associés avec le vin. Eh bien, on a ici donc tous les éléments d'un nouveau langage qui se crée en mettant en scène beaucoup d'éléments de la geste des Argonautes, c'est-à-dire les Argonautes eux-mêmes, le choix des Dioscures, des Boréades, de Jason, de Médée, on va le voir aussi, qui assiste aux différents épisodes, et un langage figuré différent, beaucoup plus expressif, et qui situe la scène dans un environnement paysager. Et donc, je vous montre ici une œuvre qui reprend, dont on a l'impression qu'elle appartient au même langage, et pourtant elle est plus tardive, elle date du 3e quart du IVe siècle avant notre ère. C'est un monument très connu de l'art des cystes en bronze dite Prænestine. Elle est au musée de la Villa Giulia, c'est un des chefs-d'œuvre de la Villa Giulia, elle s'appelle la cyste Ficoroni, et dessus est incisé de manière très fine et très élégante cet épisode de la punition d'Amicos, donc 2e exemplaire après le vase du peintre Métapontin, par les Argonautes. Et vous avez à droite le détail donc du géant Amicos qui est en train d'être ligoté à un arbre par Pollux, qui porte encore les cestes du pugiliste avec lesquels il a vaincu Amicos. Vous avez un Éros qui vient le couronner, qui vient couronner le vainqueur, c'est-à-dire qui arrive pour couronner Pollux, en présence d'Athéna, et derrière, vous le voyez, d'un personnage barbu qui a une aile, donc qui est probablement un des fils de Borée, un boréade. Donc on a la même sélection de personnages, on retrouve les rochers, les plantes ici, on retrouve les amphores sur lesquels sont assis certains personnages ou qui sont manipulés. Bref, on retrouve beaucoup d'éléments d'un langage commun qui a porté certains commentateurs à penser qu'il y avait un modèle commun. C'est-à-dire que si le peintre de vase Métapontin a créé sa première scène sur l'épaule de son hydrie, eh bien, il s'est peut-être inspiré d'un monument d'art majeur, une peinture, par exemple, une grande peinture, une peinture murale, qui représentait les Argonautes. Ensuite commence la question de savoir où était cette peinture murale. Il y a eu des commentateurs pour dire que c'était la peinture de Micon dans l'Anakeion d'Athènes, forcément, parce qu'on rapporte toujours tout à Athènes. En réalité, d'après ce langage figuré, justement, très particulier, qu'on retrouve en Grande Grèce, en Étrurie, c'est possible et même probable qu'il s'agisse d'une grande peinture, si elle existait, qui était dans une colonie grecque, comme Tarente, par exemple, où on sait qu'il y avait une activité artistique extrêmement importante. L'épisode suivant qui est représenté se déroule sur la côte de Thrace. Il faudrait que je revienne un petit peu parce que j'ai négligé de vous montrer les différentes étapes, surtout sur la belle carte qu'on trouve dans l'exposition, où sont marqués toutes les arrêts. Voilà. Donc on est parti de Iolcos, de Pagasae, Lemnos. Ici, en Bithynie, vous avez l'épisode d'Amicos. Sur la côte de Thrace, vous avez Phinée. Et ensuite, les Argonautes, je vous montre l'ensemble, comme ça on n'y reviendra plus, s'acheminent vers la Colchide, ici, qui est l'actuelle Géorgie, et repartiront vers le delta du Danube,
où ils embarqueront sur le Danube et où ils traverseront toute cette partie, vous le voyez, de l'Europe. Donc ça, c'est une chose qui n'est probablement pas réalisable, mais les Grecs pensaient que le Danube allait jusqu'à l'Adriatique. Et vous voyez ensuite qu'on a une partie toute occidentale du voyage où il y a même un petit bout qui concerne le delta du Rhône. Donc pour nous, extrêmes occidentaux de la Grèce, c'est intéressant. Donc, deuxième épisode se déroule sur la côte de Thrace, où les Argonautes rencontrent le roi Phineus, ou Phinée, qui avait des dons de divination que les dieux avaient rendus aveugles par vengeance, et qui était persécuté par des harpies, donc des monstres féminins ailés qui venaient lui dérober et lui souiller sa nourriture. Donc il ne pouvait pas se nourrir, et il était aveugle. Et vous le voyez ici, le thème existe dans la peinture de vase attique, pour le coup, et vous le voyez ici sur une hydride du peintre de Cléophrades, qui est à Naples, après avoir été au musée Getty, où vous voyez Phinée qui lève les mains en signe de désespoir. On ne voit pas très bien sur l'image, mais on voit qu'il a les yeux fermés, donc il est aveugle. Et ces monstres ailés, ces femmes, qui semblent des femmes d'ailleurs banales, à part les ailes, c'est toute cette sobriété attique qu'on voit, il n'y a pas de déformation monstrueuse, viennent prendre la nourriture, la lui volent. On voit bien qu'elles sont occupées à ça. On trouve alors, il n'y avait pas les Argonautes ni Jason, vous remarquerez, hein, on avait juste ici, et c'est ce qu'on voit dans la peinture attique, Phinée et les harpies, donc ce thème du vieil homme dérobé par des monstres ailés. À nouveau, en Grèce d'Occident, scène beaucoup plus complète qui apparaît dans la peinture de vase italiote, avec ce cratère involute qui a été trouvé à Rouvaux et probablement fait à Tarente, et sur lequel on voit, dans un paysage qui est marqué par des rochers, des plantes, pensez toujours un peu à cet univers qu'on a vu auparavant, donc Phineus qui est assis avec sa table dévastée, la nourriture répandue à terre par les harpies, et autour de lui Jason et les Boréades qui se battent de manière héroïque, vous le voyez, qui poursuivent les harpies et qui se battent contre elles, qui les chassent, et les tue, les éloigne définitivement de Phineus. Ici, les harpies sont des monstres féminins aussi, sont des femmes qui ont, vous voyez, qui sont vêtues de manière négligée. Je pense que c'est peut-être ici la peur qui fait que celle-ci perd son chitone. Et les visages sont monstrueux, les visages sont très déformés, ressemblent à des sortes de monstres qu'on trouvera par la suite en Étrurie, par exemple, les vantes des monstres, des démons funéraires. On est donc dans, là encore, on passe à une autre représentation, beaucoup plus expressive en fait, de ce genre de personnages fantastiques. D'autres détails du cratère de Rouvaux, Phineus de Rouvaux, on a, comme sur la Ciste Ficoronie d'ailleurs, un mascaron de lion, une source, donc un mascaron de lion qui crache dans une vasque. Et vous le voyez qu'on a aussi là la poupe ou la proue de la nef Argo. Et on a également Athéna qui se tient là et qui est en conversation avec les Argonautes. Et puis une amphore ici. Enfin, tout un ensemble d'accessoires et d'indicateurs qui se recoupent et qui font univers commun avec la Ciste Ficoronie et l'hydride du peintre d'Amicos. Puisque dans l'exposition, il y a une présentation très, très intelligente qui vous montrait dans le premier couloir comment, à partir d'un fragment, on peut penser un vase entier. Ici, un petit fragment qui est tout de suite identifiable comme un morceau de cet épisode, puisque vous y voyez d'une part un personnage assis, ici, qui a les cheveux blancs. Alors, ça se voit peut-être pas assez sur la photo, mais il a les cheveux sont indiqués comme étant blancs. L'œil n'est pas ouvert, l'œil est fermé, vous voyez, c'est juste une petite ligne. Il y a un phi grec au-dessus de sa tête, donc Phineus, et à côté de lui, un jeune homme, un héros avec une lance et une paire d'ailes. Ça ne peut pas être autre chose qu'un extrait, donc un fragment de cratère qui donne un extrait de cet épisode de Phineus, des harpies et les Boréades. Le peintre de Heurs, c'est un peintre tarentin. Donc là aussi, on peut imaginer qu'on était dans un type de représentation très complet qui ressemble à ce qu'on a vu précédemment pour cet épisode. Je passe là-dessus. Nous avons vu donc la carte tout à l'heure de la mer Noire. Donc on va vers l'est ensuite. Les Argonautes, suite à cet épisode, se dirigent vers la Colchide, où ils arrivent, où ils rencontrent le roi Étès.
je passe un certain nombre de détails. Le roi Étès, dont la fille Médée, dotée de pouvoirs magiques, tombe amoureuse de Jason et aide Jason et les Argonautes à s'emparer de la toison. Ici, vous avez une représentation donc très sobre et très exceptionnelle en Attique de Jason s'emparant de la toison. Et on a vu tout à l'heure pour la poupe du bateau, pas très héroïque ce Jason. Il a l'air surtout d'avoir du mal à décrocher la toison parce qu'il est trop petit. C'est donc quelque chose d'assez maladroit. Mais ce qui est intéressant, c'est... Et puis, effectivement, on voit le dragon sous forme d'un serpent qui apparaît derrière l'arbre. Ce qui est intéressant, bien entendu, c'est savoir pourquoi ce peintre, sur ce vase-là, qui était destiné à la nécropole donc de Gela en Sicile, a eu l'idée de créer une telle iconographie qui était pourtant très peu représentée dans sa tradition à lui de production. Alors, comme vous l'aurez compris, je suis un petit peu perdue dans mes pages, mais ça va revenir. Je cherche ma page 8. Alors je crois que je comprends, il y a une page qui n'a pas été... Si, voilà. En Grèce d'Occident, comme on l'a vu, donc l'iconographie se déploie, même pour l'épisode de la conquête de la toison, de manière beaucoup plus complète. Donc on retrouve cette... par exemple, sur ce cratère ici du peintre de Sisyphe, on retrouve la troupe des Argonautes avec toujours les mêmes personnages signifiants, les Dioscures et les Boréades. Jason qui, dans un geste très héroïque pour le coup, dans une attitude très noble de combattant, s'attaque au dragon de manière à s'emparer de la toison. Et derrière lui, Médée, donc, qui va l'aider en offrant au dragon un breuvage ou un baume que le dragon, qui endormira ou qui assommera un peu le dragon, de manière à ce que Jason n'ait pas trop de peine à en venir à bout. Ceci pour l'anecdote, c'est un vase un peu plus tardif dont on ne connaît l'état en fait entier que par ce recueil ancien de peinture de vase. Il a été ensuite restauré puis redémonté. On a plus cette. Mais comme vous le voyez ici, Médée est représentée avec son bonnet phrygien, donc en oriental, au pied même de l'arbre, et on voit que c'est elle qui va tendre au dragon la fiale dans laquelle il y a un breuvage qui va un petit peu l'annihiler. Cette image, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était encore une attestation de ce moment-là, ce moment précis de la conquête de la toison, qui est quand même le clou de l'expédition. Et peu d'autres représentations, donc un épisode qui n'est pas surreprésenté par rapport au reste de l'expédition. La suite de l'expédition, comme je vous l'ai dit, c'est cette incroyable traversée des terres à partir de l'embouchure du Danube, et on n'a pas de représentation. C'est quelque chose qui entre dans une sorte de brume fantasmatique et qui est raconté par Apollonios de Rhodes, mais nous n'avons pas d'illustration. Donc on sait que les Argonautes, à travers l'Adriatique, le Pô, ont rejoint le couloir rhodanien, ils sont redescendus ensuite dans la mer Tyrrhénienne, ils se sont arrêtés chez Circé, comme le fera Ulysse plus tard, et finalement ils sont dans leur navigation jetés sans le vouloir, parce qu'ils auraient dû remonter le long des côtes est de la Grèce, mais ils n'ont pas pu. Ils sont jetés sur les côtes de Crète, où se déroule la rencontre avec l'étonnant personnage de Talos, qui a suscité énormément de fantasmes. Donc ici, un cratère à colonnettes attique sur lequel vous avez cet épisode de Talos, là aussi étonnant, parce que cet épisode de la rencontre avec le géant de bronze Talos, qui est un robot hein, en réalité, qui n'est pas humain, qui a été fabriqué soit par Dédale, soit par Poséidon, c'est un homme mécanique. Et vous en avez une représentation ici sur ce cratère attique, très intéressant parce que ça n'est pas non plus un vase de grande qualité, mais c'est une iconographie tout à fait exceptionnelle pour cette production-là. Or, le vase a été trouvé en Campanie, au nord de Naples, dans un site italique, et qui importait des cratères de prestige avec de très belles iconographies. Et on peut donc, l'épisode n'est connu qu'en Occident, une fois de plus, sur des vases trouvés en Occident. Donc on a l'impression là aussi que cet intérêt pour cet épisode de la geste des Argonautes
est un intérêt qui est développé spécifiquement dans ce contexte magno-grec et italique. Vous voyez Talos qui est en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'il était invincible, mais Médée trouve le moyen de le désactiver, si on peut dire, puisqu'il avait une veine qui était vulnérable au niveau de la cheville, veine qui était protégée par un clou, et vous voyez ici les Argonautes qui sont en train de d'ôter le clou, et Talos s'effondre sans vie, perd évidemment toute son énergie. C'est comme quand vous débranchez un appareil électrique, c'est à peu près pareil. En tout cas, c'est ce qui est montré ici de manière très étonnante, parce que c'est la seule représentation de cet épisode qui donne ces détails, avec en plus Médée qui est penché, vous le voyez, dans la tente, avec une sorte de concentration pour suivre les opérations. Autre représentation qui est plus celle-ci poétique et grandiose, c'est sur ce cratère avolutatique du pin de Talos, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, qui nous montre Talos en train de s'effondrer, là aussi. Il a été là aussi désactivé, on lui a enlevé ses forces. Il est soutenu par les Dioscures, qui sont accompagnés de leurs chevaux. À droite, vous avez Poséidon et Amphitrite qui assistent à la scène. À gauche, Médée. Ce personnage de Médée ici qui est décrit avec beaucoup de talent, avec le visage de trois quarts, sa tenue d'orientale, son bonnet phrygien, sa tunique à manches longues, donc tunique orientale, là aussi costume collant, par-dessus lequel est portée une autre tunique, le tout extrêmement abondamment décoré, comme vous le voyez, tenant une fiale, toujours dans laquelle, contenant donc les onguents dont elle se sert. Alors, le moment où Jason parvient à rentrer avec son expédition à Iolcos, en fait, ce moment n'existe pas réellement, puisque en arrivant dans les parages de Iolcos, Jason apprend un certain nombre de mauvaises nouvelles, parmi lesquelles les nouvelles que Pélias, cet usurpateur de trône, a tué ses parents, a tué également son petit frère. Bref, la famille de Jason a été décimée par Pélias pendant qu'il était parti, et il se réfugie donc ailleurs. Il ne revient pas à Iolcos. Médée, en revanche, va revenir seul à Iolcos et commencer à se venger, à exercer sa vengeance contre celui qui a banni son mari. On a pourtant ici une scène sur ce vase du Louvre du peintre des Enfers, donc peintre apulien d'un grand atelier extrêmement productif en scène mythologique et tragique des années 330 avant Jésus-Christ, associé avec le peintre de Darius, qui nous montre le triomphe de Jason, dans un épisode qui ne peut pas avoir eu lieu, puisque, comme je vous le disais, Jason ne reviendra pas à Iolcos, Médée fera tuer Pélias avant que Jason ne revienne. Donc c'est une scène qui a été en quelque sorte créée, inventée par le peintre des Enfers, et vous voyez un jeune Jason, beau et jeune, tenant cette toison où les rehauts blancs et jaunes ont été associés pour vraiment montrer le côté doré, qui se présente face à Pélias et qui lui donne la toison, comme Héraclès se présente face à Eurysthée pour lui remettre le sanglier d'Érymanthè ou lui remettre le fruit de ses exploits. Pélias qui fait un geste plutôt calme d'accueil, une victoire niquée qui couronne Jason, et derrière Jason, les bras croisés dans une attitude un peu réservée qui ne dit rien de bon en réalité, Médée avec son bonnet phrygien qui est représenté plus petite mais qui l'accompagne, qui est derrière lui. Ça c'est intéressant parce que là encore on a un choix d'illustrer un épisode qui n'est pas relaté par les textes, qui se place dans le contexte de la sacralisation du héros, de l'iconographie héroïque. Et comme on le disait un peu dans la conférence à midi, eh bien, on est dans un univers dans lequel on sait que ce genre de vases sont envoyés à des aristocrates qui font partie des élites de la Peucétie, par exemple, des régions de l'Apulie, italique, qui aiment les représentations prestigieuses. Cette idée du couronnement de Jason en héros, elle peut aussi avoir servi donc une idéologie qui est celle du client ou du commanditaire. En tout cas, elle fait plaisir puisque idéalement, on aurait attendu effectivement que Jason soit récompensé, vienne triompher dans sa ville d'origine de son oncle, qui est évidemment le méchant de la fable. La vengeance de Médée contre Pélias, c'est intéressant, elle a été représentée par contre dès l'époque archaïque.
Et elle est présente, par exemple, sur cette petite Nokoé qui est dans l'exposition, une Nokoé à figure noire, de 490 environ avant Jésus-Christ, puis sur une hydrie un peu plus ancienne, où on voit une iconographie plus complète. Donc à gauche, vous voyez Médée qui fait bouillir, avec l'aide d'un assistant qui tisonne le feu, un bélier. C'est que Médée avait convaincu les filles de Pélias, les Péliades, qu'elles pouvaient régénérer, rajeunir un bélier. Ce qu'elle fait d'ailleurs sous leurs yeux. Elle fait bouillir un bélier, il sort du chaudron un petit agneau. Et elle les persuade de faire la même chose pour leur père. Vous avez ici, dans cette deuxième, sur cette hydrie, une version plus complète avec Pélias, qui est vieux roi, qui est assis sur un trône, Médée qui exerce son tour de magie, le bélier qui gigote un peu dans le chaudron, et un autre personnage féminin qui est sûrement une des filles de Pélias, qui dit à son père, regarde, ça marche. Donc les filles de Pélias appliquent le traitement, comme vous vous en doutez, à leur père, et elles sont déçues du résultat. Pélias mort donc de cette mort assez infamante, vraiment pas glorieuse. C'est une vengeance très cruelle de la part de Médée. Ce qui est intéressant, c'est l'idée du bélier, donc qui rattache tout ça également à l'idée du bélier de la toison d'or, donc qui est l'animal très présent dans cette histoire. Médée, donc, ce personnage extrêmement fascinant, cette magicienne qui va user de ses pouvoirs pour soutenir Jason, qui va trahir sa famille, puisque quand Jason s'enfuit avec la toison d'or de Colchide, le roi Étès n'était pas d'accord. C'était quand même une attraction touristique importante, et puis un objet extrêmement important dans ce sanctuaire en Colchide que la toison d'or. Donc le roi Étès, évidemment, poursuit les Argonautes, n'est pas content de ce vol, et Médée tuera son propre frère et le démembrera en route pour arrêter son père. Donc elle a quand même soutenu les Argonautes par des moyens, disons, tout à fait légitimes, comme l'usage de baumes, d'onguents, etc. Mais elle a aussi prouvé sa cruauté. C'est un personnage qui a cette double vocation bénéfique et aussi éventuellement cruelle. Et quand Médée revient donc à Iolcos, on l'a vu, elle fait subir quelque chose d'épouvantable à Pélias pour le punir d'avoir tant maltraité la famille de Jason. Mais par la suite, Jason, au bout de 10 ans de vie commune, décide d'épouser une princesse, la fille de Créon, la princesse Créuse à Corinthe, et Médée, se sentant abandonnée, va donc exercer sa vengeance d'une autre façon encore contre Jason. Oui, ça tombe bien parce que j'ai presque terminé. Et vous voyez ici 2 amphores campaniennes. Là encore, grande fascination pour ce personnage en Occident. Donc, alors, on pense évidemment à la pièce d'Euripide, qui est une Médée, qui a l'univers de Grande Grèce a énormément absorbé et retravaillé, revisité, produit des illustrations du théâtre tragique athénien. Et la pièce d'Euripide qui s'intéresse à Médée est fascinante puisqu'elle raconte précisément cette vengeance-là, la fin de cette histoire entre Jason et Médée avec l'horrible sacrifice des fils de Jason par Médée. Mais elle dépeint aussi les tourments psychologiques de Médée entre la femme, la mère et la magicienne. Donc un personnage qui ne fera d'ailleurs qu'être ensuite réutilisé, réinterprété jusqu'à Pasolini, jusqu'à notre époque, ce personnage conflictuel de femme et de sorcière qui peut aussi faire preuve de la plus grande cruauté. Personnage de sorcière en quelque sorte, l'oriental également. Voilà, donc ces deux comparaisons entre ces 2 amphores qui pourtant sont produits dans la même région, à peu près au même moment, mais par 2 ateliers campaniens différents, l'une assez... qui donne une version plus sauvage de la chose, avec une Médée en bonnet phrygien qui vraiment égorge ses enfants de manière très brutale, le pédagogue derrière qui découvre la scène et qui est horrifié, et puis cette très belle amphore du peintre Diction qui est au Louvre, et dans laquelle, de manière beaucoup plus grecque peut-être, beaucoup plus classique en tout cas, dans un sanctuaire et dans une version plutôt calme, montre Médée vêtue à la grecque, à part ses manches d'orientale, en train de tuer son enfant. Donc ça a véritablement un infanticide qui là aussi a été une source d'horreur et d'inspiration pour beaucoup des arts visuels par la suite. Et je termine sur cette scène du peintre des enfers, le même qui avait créé la scène du triomphe de Jason,
sur un très beau cratère en calice qui est à Munich, cratère avolute, pardon, qui est à Munich et qui nous montre donc cette vengeance finale de Médée dans tout le spectaculaire qu'elle peut avoir, puisque Médée non seulement assassine ses fils et s'enfuit ensuite dans un char tiré par des dragons, mais en même temps, elle a donné à Créuse, la fiancée de Jason, la nouvelle fiancée de Jason, une tunique empoisonnée qui va la faire mourir dans d'horribles souffrances. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce palais, ça se passe à Corinthe. Son père découvre la princesse morte sous le toit du palais. Voilà, donc on y voit ici à nouveau cette Médée, vous le voyez, toujours qualifiée comme une orientale, habillée avec son costume collant sous sa tunique, qui est en train d'assassiner un des enfants. Elle va s'enfuir sur ce char conduit par un démon qui a des serpents. Vous voyez, une sorte de furie masculine qui s'appelle Oistros. On a les noms qui sont écrits sur le socle du palais. Et puis, représentation tout à fait exceptionnelle aussi, Jason. Jason qui arrive et qui, bien inutilement, essaye de mettre fin à cette scène épouvantable, mais qui n'y arrivera pas dans la réalité, enfin dans la pièce en tout cas tragique. Bien sûr, il n'assiste pas à cette scène, il le découvre ensuite. Mais vous voyez que là aussi, on a une mise en scène du héros. C'est une bien triste fin pour une vie de héros, mais ça nous montre, c'est la dernière image donc, que je vous montrerai, la geste de ce héros que tous les artistes revisitent, dans lesquels ils choisissent un moment, ils choisissent en fonction bien sûr du contexte culturel et du contexte littéraire, du contexte artistique dans lequel ils travaillent, en fonction aussi des commandes qu'ils ont de leurs clients. Ça montre cette manière de revitaliser en permanence et le mythe, et le sens du mythe, et le rôle et la personne du héros. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Claude pour parler d'un autre héros, et non des moindres. Alors, nous allons continuer la navigation avec Ulysse, cette fois-ci vers l'Occident, puisque c'est beaucoup d'Occident que nous avons parlé. Bon, c'est vrai que les Argonautes aussi sont passés en Occident, mais disons que la grande caractéristique de la navigation d'Ulysse, vraiment, c'est d'avoir ouvert de nouvelles portes vers cette Méditerranée occidentale. Alors, avant de le suivre, je voudrais à mon tour remercier les organisateurs, les collègues du Musée de Marseille et Louise Détré, et leur exprimer, pour commencer, mon admiration pour avoir su tirer le meilleur parti de cette rencontre très fertile entre un des protagonistes de la découverte de la Grande Grèce, le duc de Luynes, auquel nous devons cette collection de vases provenant en grande partie d'Italie. Donc la rencontre entre cet archéologue, cet historien de la Grande Grèce, ce découvreur, et une colonie grecque, Marseille, qui a restitué, à travers les fouilles, d'autres pièces céramiques appartenant à la même histoire de ces migrations grecques en Occident. Et j'adresse en particulier à Louise mes plus vifs remerciements pour m'avoir permis de participer à cet événement par une contribution au catalogue, et pour m'avoir invité aujourd'hui à présenter, à côté de Martine de Noyelle, un des parcours, celui d'Ulysse. Alors, j'ai accepté d'autant plus volontiers cette double invitation qu'elle correspond à la mission qui est la mienne comme directrice du Centre Jean Bérard à Naples, qui est un centre de recherche, comme on vous l'a rappelé, du CNRS et de l'École française de Rome. Mais je voudrais préciser la mission. Vous allez voir qu'elle est vraiment en adéquation avec cette journée et cette exposition. Ce centre a pour mission, en effet, de promouvoir et de diffuser les connaissances sur l'histoire et l'archéologie de la colonisation grecque. Et c'est vous dire qu'à Marseille, je me sens particulièrement à la maison, comme à Naples, puisque nous sommes dans 2 colonies grecques. Jean Bérard, un petit rappel, appartient lui aussi à cette lignée de pionniers des travaux sur la Grande Grèce, dont il étudia l'histoire précisément à travers les légendes. Les légendes des héros grecs qui, au retour de Troie, les nostoi, les retours,
avait fondé des villes en Italie du Sud. Après son père, Victor Bérard, qui était un grand traducteur de l'Odyssée et qui avait reconstruit le parcours d'Ulysse en Méditerranée et enquêté sur toutes les étapes de cette navigation, Jean Bérard a écrit des travaux majeurs sur les rapports entre les mythes grecs et l'histoire de la Grande Grèce. Donc c'est sur ces rapports entre mythes et histoire que je mettrai aussi l'accent. Si ces légendes peuvent fournir des sources de connaissances pour l'histoire, les images de ces légendes, plus encore que les sources littéraires, constituent des documents majeurs pour l'histoire, dans la mesure où ils nous permettent de saisir directement, à travers des témoignages visuels, les effets de la diffusion de la culture grecque et de sa rencontre avec d'autres cultures locales. Les images, je crois que Martine l'a montré aussi, les images ne sont pas des illustrations des textes, mais une autre expression des légendes, une expression autonome qui peut inventer des épisodes qu'on ne connaît pas dans les traditions littéraires. Et cette autonomie de création est en lien étroit avec les contraintes d'un support, d'une technique et avec les traditions visuelles d'un milieu, ainsi qu'avec les horizons d'attente des clients, des destinataires, des usagers de ces images. C'est donc en tenant compte de tous ces paramètres que la valeur historique de ces documents peut nous être accessible. Et les vases en particulier, qui constituent le cœur de cette exposition, nous offrent des témoignages directs, j'insiste sur cette relation directe par l'objet, donc des témoignages directs des échanges économiques, sociaux, culturels, parce qu'ils sont des instruments de transport des marchandises, tout en étant des supports, des représentations d'un imaginaire du voyage. Donc il ne faut jamais oublier cette matérialité du support des images. C'est pourquoi j'ai choisi d'ouvrir cette conférence avec cette première image où le vase apparaît comme support à double titre, support d'une image et support de la navigation. Ce vase est un skyphos béotien provenant d'un sanctuaire à proximité de Thèbes. C'est un vase qui sert à boire le vin, une sorte de coupe, le vin qui est lui-même transporté dans les amphores, sur lesquels vous voyez Ulysse voyage. Il s'agit évidemment d'une version parodique de la randonnée maritime d'Ulysse, qui appartient à une production particulière, caractéristique de ce sanctuaire thébain, qui a accordé, entre autres, une place majeure à l'épisode de la rencontre entre Ulysse et Circé, sur laquelle je reviendrai. En tout cas, il constitue un très bon exemple du rôle que peut avoir un milieu sur la détermination d'une tradition iconographique, et il rappelle combien il est important de tenir compte du contexte pour l'analyse et la compréhension des images. Les différentes représentations du mythe grec sur les vases constituent un des principaux témoignages, j'insiste, de ces contacts et de ces expériences liées aux navigations avec leur cortège de dangers et de découvertes. Le voyage d'Ulysse en est une expression forte, dans la mesure où il construit à travers des étapes marquées du sceau du merveilleux et de l'imaginaire, un parcours qui fut compris dès l'Antiquité comme celui des marins grecs, des premiers marins grecs, partis fonder des villes dans le lointain Occident. Voici, alors j'avais pas encore vu les belles cartes, donc j'ai produit celles que j'avais trouvées ailleurs, mais je vous invite à les regarder attentivement dans l'exposition. Et sur cette carte, vous voyez le parcours d'Ulysse depuis Troie, puisqu'il part de Troie, pour essayer de revenir chez lui, mais un parcours extrêmement perturbé, contrarié, puisque de la Turquie, de Troie, il va jusqu'au détroit de Gibraltar avec l'épisode de Calypso et tourne, revient, part, tout en essayant d'approcher de son île d'Ithaque, qui est l'actuelle Corfou, et découvre les côtes de l'Italie, les côtes de l'Afrique, va même jusqu'en Sardaigne en raison des contraintes qu'il affronte. Donc, même s'il exécute le
parcours des migrants à rebours parce qu'il ne part pas fonder des villes, mais il cherche à revenir chez lui. Il a quand même, Ulysse, ou cette légende, ce personnage, franchi et ouvert, comme un autre héros, Héraclès, les voies vers le lointain Occident. C'est pour ça que c'est une légende qui a vraiment structuré la culture des anciens. Cette dimension historique est renforcée par la dimension géographique. L'identification d'une grande partie du paysage qu'il a parcouru le long des côtes de l'Italie du Sud, le détroit de Messine, l'archipel des îles Éoliennes, le lac d'Averne et les champs félégréens, le mont Circeo, où l'on plaçait successivement, donc le long du parcours que j'ai évoqué, Charybde et Scylla, dans le détroit de Messine, Éole, dans l'archipel des îles Éoliennes, l'entrée des Enfers au lac d'Averne, et le royaume de la magicienne Circé, sur ce mont qui a pris son nom, qui s'appelle encore aujourd'hui le Monte Circeo. Donc cette identification entre un paysage et une légende explique peut-être aussi le succès qu'ont toujours connu les différents épisodes de la légende d'Ulysse dans les représentations figurées du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, en Grèce et dans l'ensemble de l'Empire romain. Une autre caractéristique, au-delà de cette dimension historique, géographique du voyage d'Ulysse, c'est aussi d'être une fusion entre une aventure humaine et un contexte merveilleux, tel qu'on peut l'apercevoir à travers le parcours des œuvres exposées. Au voyage imaginaire, en effet, appartiennent le Cyclope et son antre, la magicienne Circé et la métamorphose des compagnons d'Ulysse en pourceau, l'entrée des enfers, les sirènes, les monstres Charybde et Scylla, mais relève aussi d'une expérience humaine, la scène de l'ambassade à Achille, les scènes de combat, la reconnaissance d'Ulysse par sa nourrice, la douleur des mères et des épouses. Et c'est précisément cette dimension du voyage qui rend possible ces allers-retours, ces interférences et cette porosité entre une dimension et une autre. Même si les dieux jouent un rôle important dans le destin d'Ulysse, Athéna qui le protège, et Poséidon, au contraire, qui le poursuit de sa vengeance, Ulysse reste néanmoins le premier héros humain qui ne dépend plus exclusivement du destin ou de la volonté des dieux. Il refuse, par exemple, c'est un point important, le don d'immortalité que lui offre Circé. Donc nous verrons comment et si ces images rendent compte de ces différents aspects à travers les étapes d'un parcours qui construisent les qualités du héros. Par leur contexte, leur technique et leur représentation, les œuvres exposées reflètent les grandes tendances du corpus que l'on connaît sur la circulation d'Ulysse en Méditerranée. Pour vous donner une image d'ensemble, j'ai fait un graphique que je vais essayer de commenter. Pour simplement vous dire que sur les... Non, c'est pas ça que je voulais. Excusez-moi. Je vais revenir à cette. Je parle d'abord de la diffusion des images. La carte de la production et de la provenance des œuvres montre que sur les 10 œuvres, plus de la moitié, donc sur les 10 œuvres exposées dans la section sur Ulysse, plus de la moitié est liée à l'Italie par sa production ou sa provenance. Même s'ils sont produits en Grèce, plusieurs vases ont fait le voyage depuis Corinthe, Athènes ou la Laconie, pour rejoindre l'Étrurie à Cerveteri. On en a parlé plusieurs fois déjà avec Martine. C'est le cas d'un aribal globulaire qui a été retrouvé à Cerveteri, qui date du deuxième tiers du VIe siècle et qui représente le cheval de Troie. Mais c'est aussi en Grande Grèce, donc dans le sud de l'Italie, à Nola, ce centre samnite, d'où vient une coupe à figure noire qui date du deuxième quart du VIe siècle avec la représentation du cyclope Polyphème. Ou bien c'est des dépouilles aussi que provient un lécite aribalisque à figure rouge, attique, représentant Pénélope, Andromaque et Cube. D'autres ont été produits directement en Italie du Sud, à Métaponte également, dont on a parlé déjà, avec un cratère en calice qui a voyagé lui aussi, mais à l'intérieur des terres, puisqu'il est allé dans la tombe, on l'a retrouvé dans la tombe d'un client à Pisticci, donc à 40 km de Métaponte. Cette circulation des marchandises nous rappelle plus largement les migrations humaines en Méditerranée. En effet, qu'elles aient émigré de la Grèce vers l'Italie
ou qu'elles aient connu ces migrants sur leur terre, les populations de ces régions se sont senties particulièrement concernées, du coup, par ces navigations et ces escales qui leur fournissaient une histoire, l'histoire qui permettait de combler un passé inconnu, mais aussi des explications pour comprendre et se représenter les particularités de l'environnement ou les premières navigations du passé. Toutes les œuvres exposées sont en terre cuite, mais elles mobilisent des techniques variées pour raconter les épisodes du retour d'Ulysse. Certaines sont des productions très standardisées, comme les Lécites à figure noire, qui se prêtent particulièrement bien à la représentation d'épisodes dont la diffusion est avantagée par le développement de la technique du moulage qui favorise les reproductions aussi sur les terres cuites fabriquées en série. Donc j'en reviens à ce corpus. Les images présentes dans l'exposition, organisée à partir des collections du cabinet des médailles et complétée par le catalogue, offre un panorama très complet des thèmes odysséens, des périodes et des supports. Le corpus des images d'Ulysse comprend environ 500 documents, grosso modo, qui ont été répertoriés en 1968 par une chercheuse, Odette Touchefeux-Meunier, qui a montré qu'elle couvrait 10 à 11 siècles. Et on voit la répartition, les grands thèmes qui sont représentés par des couleurs. Ulysse à 3, c'est le seul thème que je n'ai pas renseigné, mais pour les navigations proprement dit, Ulysse et le Cyclope, c'est un des thèmes les plus importants, 162. Ulysse et Circé, moins 61. La Nécuia, l'évocation des morts, 18. Ulysse et les sirènes, un thème aussi beaucoup représenté, 90 documents. Et puis des catégories peut-être un peu plus fourre-tout, les autres épisodes du voyage, où l'on voit la rencontre avec Calypso, les navigations d'Ulysse sur son radeau, ou bien Ulysse qui arrive chez Alkinoos pour un groupe de 33, grosso modo 33 œuvres. L'arrivée à Ithaque, un thème important, la rencontre avec Pénélope, les retrouvailles avec Télémaque, avec son père Laërte et la reconnaissance par sa nourrice Euryclée, constituent aussi un corpus important, 125. Et puis des thèmes isolés comme le don du vin par Maron ou bien les combats contre Scylla et Charybde. Donc voilà les grands thèmes, et vous verrez que, à part peut-être Circé, quasiment tout est représenté à travers les 10 œuvres sélectionnées. Et dans comme support, ce sont vraiment les vases qui sont les plus importants. Donc c'est le groupe de gauche, qui représente les pics les plus importants. Et les autres pics les plus importants, finalement, sont les petits objets comme les lampes à huile et les gemmes également, qu'on voit. On voit quelques pics sur la droite. Mais le plus gros corpus reste celui des vases. À travers, donc j'ai choisi aujourd'hui, pour compléter la contribution que j'ai rendue pour le catalogue, de vous présenter 4 thèmes qui sont déjà sur les vases exposés: le Cyclope, la consultation des morts, les sirènes et le retour à Ithaque, et d'ajouter aussi un thème important et que j'ai évoqué dans le catalogue, qui est la rencontre entre Ulysse et Circé. Et à travers ces images que j'ai sélectionnées, je voudrais porter votre attention sur l'usage qui est fait de ces images, en essayant de tenir compte du contexte, montrer les différentes traditions de production à travers l'ensemble de la Méditerranée, les variations, et aussi le sens, la valeur que peuvent revêtir certains épisodes de ce mythe en fonction de l'ensemble des images qui sont sur le vase. Alors, nous commencerons par le thème du Cyclope, qui est représenté dans l'exposition par cette très belle coupe laconienne du peintre des Cavaliers, retrouvée donc en Italie du Sud, à Nola, et qui date de la fin de la première moitié du VIe siècle. Cette coupe, qui provient de Laconie, donc qui a fait ce long voyage, présente un schéma où le cyclope, la grande taille du cyclope, est évoquée par le fait qu'il est assis, et que, étant assis, même assis, il a la même taille que les compagnons et qu'Ulysse. Dans cette tradition, dans ce schéma archaïque de
de l'aveuglement de Polyphème, hein, et de cet épisode où Ulysse et ses compagnons sont enfermés dans l'antre du Cyclope, qui est raconté au chant 9 de l'Odyssée. Le schéma représente un exploit collectif, c'est-à-dire qu'on distingue difficilement Ulysse, mais on peut supposer que pour les anciens, il était évident de l'identifier. Le spectateur moderne peine à l'identifier, mais on peut supposer que, par exemple, sur le col de cet amphore proto-attique, c'est le personnage en blanc, le premier, qui est directement affronté au Cyclope, qui serait Ulysse. C'est la couleur blanche qui le distingue des autres et aussi sa position. Sur le cratère d'Aristonotos, en bas, sur lequel je vais m'arrêter un petit peu, on peut supposer en revanche que c'est celui qui est à l'extrémité. Et on note un équilibre, un très bon équilibre entre, d'une part à gauche, le géant, qui essaye de retenir la poussée du pieu que les compagnons d'Ulysse s'efforcent de planter dans son œil en relayant le mouvement et l'élan que le héros Ulysse imprime en s'appuyant, en prenant appui de son pied sur le bord. Donc c'est un cratère qui a été retrouvé aussi à Cerveteri, dont la production n'est pas évidente. Il y a plusieurs hypothèses que je vais rapidement évoquer. C'est un cratère qui porte le nom, donc cratère d'Aristonotos, parce qu'il y a une signature, Aristonotos Epoiesen, qui est probablement celui du peintre ou du potier, et qui est conservé donc aujourd'hui au musée capitolin à Rome, et qui date du milieu du 7e siècle. Sur l'autre côté est représentée une scène de bataille navale avec deux types de bateaux. À gauche, un bateau de type grec opposé à un bateau de type oriental. Donc une bataille entre deux populations. Et on va voir que ce cratère est aussi l'emblème de cette rencontre entre cultures. Il s'agit d'un cratère grec qui arrive en Étrurie et puis qui porte une inscription grecque. Donc on voit bien comment la culture grecque se diffuse à travers les images, à travers les cris, sur ces supports que sont les vases. Le lien entre... on peut se demander quel est le lien du coup entre ces deux scènes, une bataille historique peut-être, et une scène légendaire d'affrontement entre un héros et un être monstrueux qu'est le Cyclope. L'hypothèse est que chacune représente en fait un combat d'une part gagné par la ruse, celle d'Ulysse, et de l'autre côté un combat remporté par une stratégie navale, la maîtrise d'une stratégie navale. Mais ce que représente aussi, et c'est en cela que cette confrontation est significative, ce que représente la bataille navale, c'est tout simplement aussi les dangers de la mer, la piraterie. Donc on est bien dans le thème d'Ulysse, le thème de la navigation, et derrière Ulysse, ces dangers que représente la mer et que la légende finalement exalte à travers la figure d'Ulysse. Ce document est intéressant également par le thème du vin qu'il évoque de deux manières. Le cratère, un vase qui sert à mélanger le vin et l'eau et à consommer, qui est vraiment la pièce maîtresse de cette pratique rituelle et sociale caractéristique des Grecs et qui se diffuse aussi en Italie. C'est aussi, avec les images, avec les objets, une pratique sociale qui se diffuse et qui est proprement grecque. Si les Grecs n'ont pas inventé la vigne, même la production du vin, par contre, ce qu'ils ont vraiment inventé, c'est une pratique de consommation et dans ce cadre ce qu'on appelle le symposion, boire ensemble. C'est très ritualisé. Et ce vin, il est évoqué et aussi parce que c'est grâce au vin que Ulysse a reçu de Maron qu'il a pu venir à bout du Cyclope puisqu'il l'a enivré. Et ce type de consommation du vin est un critère de civilisation. Parce que le Cyclope a consommé le vin pur, et c'est une erreur. Consommer le vin pur, c'est du côté de la sauvagerie, c'est du côté de ceux qui ne connaissent pas les rituels sociaux, alors que le vin doit se consommer coupé d'eau, dans un cadre très ritualisé,
et il indique que l'on est au courant de la manière civilisée de se rapporter au vin. Donc à travers un vase, à travers ces images, c'est un système de pensée, c'est un langage, hein, comme qu'on a évoqué, des pratiques sociales qui sont évoquées, et c'est ce témoignage que ce vase nous apporte. Un petit détail supplémentaire pour essayer de connaître davantage le lieu de production. Alors malheureusement, je n'ai pas les anses, mais sous les anses, il faut juste que vous me croyiez, il y a un crabe à 8 pinces, et il se trouve que le crabe à 6 pinces est un des marqueurs de la production des potiers EB1. Il se trouve que l'alphabet est utilisé aussi pour l'inscription est EB1, donc on fait l'hypothèse que le producteur est peut-être un potier EB1. C'est une des hypothèses. Donc ça nous indique un point de départ et le point d'arrivée de cet objet. Pour créer un effet de choc et montrer comment les images circulent et se réélaborent, se reforment, et la plasticité du mythe, des images, je montre l'exemple d'un cratère en calice produit en Italie du Sud, produit justement à Métaponte. C'est un collègue du peintre d'Amicos, du peintre de... ce peintre de Cyclope est un collègue du peintre d'Amicos, et il est intéressant de voir que l'inspiration est, voilà, c'est dans le cadre de la légende d'Ulysse, hein, mais et le rendu et l'inspiration est différent. On fait souvent l'hypothèse, en raison de la présence de satyres, que derrière cette image, il n'y a pas forcément l'Odyssée, mais une pièce de théâtre. Et on sait qu'à part Homère, il y a aussi Euripide qui a dédié une pièce à l'épisode du Cyclope. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est ce changement d'expression visuelle. On n'est plus du tout dans le cadre du schéma archaïque sur une ligne, mais vous voyez que l'acquisition de l'espace tridimensionnel, de l'espace pictural pour le récit légendaire est adoptée ici par la disposition des personnages sur tout le champ de tout l'espace visuel, et qui témoigne de nouvelles manières de peindre, de nouvelles traditions qui sont adoptées en Italie du Sud et qui rejoignent les évolutions dont a parlé Martine. Le motif du vin est là aussi fondamental, puisque derrière la tête du Cyclope qui est en bas, enivré, complètement rendu impuissant par cette consommation du vin, il y a un skyphos, donc pour le boire, et puis l'outre, ce qui montre bien qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'une consommation civilisée et ritualisée du vin. Il a bu le vin directement à l'outre, donc le vin pur, et ça a été son erreur. Mais là où c'est intéressant, de l'autre côté de ce vase, il n'y a pas une scène de bataille, donc c'est pas le thème de la bataille, des dangers maritimes qui intéresse le peintre dans ce cadre-là, mais c'est autre chose. On a un schéma directement hérité de la tradition attique, qui est celui des personnages avec des manteaux qui conversent, et qui est vraiment le symbole d'une projection de l'idéal du citoyen grec. Donc on peut faire l'hypothèse que dans la juxtaposition de ces images, d'un côté des citoyens grecs, de l'autre côté des héros qui combattent et qui l'emportent sur la sauvagerie du Cyclope, eh bien, il y a un exemple de ce que la ruse peut produire comme effet, et un modèle de civilisation promu par cet exemple des citoyens. Donc les vases nous racontent, à travers les mythes, plutôt les mythes nous racontent sont porteurs de valeurs variées. Et un dernier exemple aux extrêmes, avec un changement de dimension, un changement de technique, dans la grotte de Sperlonga, donc entre Rome et Naples, ce groupe monumental que Tibère aurait fait venir, produit par des sculpteurs rhodiens,
pour orner une grotte, pour remettre en scène dans une scénographie très réaliste le combat d'Ulysse contre le Cyclope, qui montre par la taille des personnages le contraste entre l'humain et le monstre, et du coup la ruse dont l'humain doit faire preuve pour pouvoir vaincre ce monstre, et qui devient, vous voyez, un modèle que les empereurs eux-mêmes pouvaient utiliser pour valoriser leurs propres qualités. Donc on a un exemple de cet usage du mythe, de la valeur paradigmatique du mythe. La ruse, l'intelligence du héros sert directement à l'empereur pour valoriser ses propres qualités, tandis que le géant, le cyclope, sert souvent à représenter la sauvagerie de ses adversaires. Et c'est de cette manière que, après, le thème peut se diffuser aussi dans des maisons, comme ici la villa de la Piazza Armerina, où le cyclope, encore une fois, représente la sauvagerie, celui qui dévore les brebis sans les faire cuire, hein, c'est celui qui vit sur l'île où on ne fait pas cuire les aliments et qui contraste avec les Grecs qui sont porteurs de civilisation. Donc le Cyclope, c'est aussi un autre épisode qu'on voit à travers le site exposé, où une autre manifestation de la ruse, c'est d'avoir utilisé pour s'échapper de la grotte, puisque une fois que le Cyclope était rendu aveugle après avoir été enivré et son œil percé par le pieu, il fallait aussi sortir de la grotte. Et il n'a été possible que par l'entremise d'une autre ruse, qui est celle d'attacher les compagnons sous les brebis et de s'échapper en dernier. Donc voilà ce que cette série de vases aussi raconte. Un autre épisode, celui de Circé, qui n'est pas présent dans l'exposition, mais auquel j'ai fait allusion dans ma contribution dans le catalogue, précisément à travers ce cratère en calice, qui met en évidence le rôle des femmes dans le parcours d'Ulysse et qui montre à quel point ce voyage d'Ulysse a été perçu comme un voyage initiatique et un apprentissage vers une plus grande connaissance du monde et une plus grande connaissance de soi. Et ça passe justement par une femme, une magicienne, Circé, qui est d'ailleurs la tante de Médée. Donc ils ont des liens entre eux. Alors, quand on est face aux images, évidemment, on se demande comment on reconnaît les épisodes. Est-ce que ces épisodes sont fidèles à une tradition littéraire ? Et quels sont les éléments qui permettent de reconnaître les personnages. Alors, de façon assez curieuse, Circé n'est pas facile à reconnaître en tant que telle, parce qu'elle n'est pas montrée ni comme une magicienne, ni comme une personnage. Elle est apparentée au soleil quand même, Circé, donc elle a une dimension divine, mais il n'y a rien de spécifique à cette dimension-là. Elle est présentée comme une simple femme. Néanmoins, elle est mise en scène dans un épisode qui montre que son action n'est pas tout à fait banale. Donc sur ce cratère en calice attique à figure rouge, production du 5e siècle, typique d'Athènes, vous voyez Circé sur la droite qui fuit devant Ulysse, qui la poursuit, parce que Ulysse a résisté au charme, mais au charme au sens même vraiment magique de Circé, puisqu'elle n'a pas réussi à le transformer en pourceau en lui faisant absorber le breuvage qu'elle a fait absorber aux compagnons d'Ulysse. Donc les autres compagnons d'Ulysse se transforment en pourceaux dans la tradition d'Homère, mais dans la tradition des vases, on voit une bien plus grande variété. Il y a des chiens, il y a des sangliers, il y a des tas d'animaux. Et pourquoi Ulysse n'a pas succombé au charme de ce breuvage? Parce qu'il avait rencontré entre-temps Hermès, qui lui a donné une herbe, une plante magique, le mollu, qui lui permettait de détourner les charmes. Donc il a bien absorbé ce breuvage, le kycnéon, qui est cette boisson à base de vin, d'orge grillée, de fromage, qui était aussi un véritable aliment que l'on servait dans les campagnes, qui était un signe de bienvenue. Donc dans cette boisson, Circé avait mélangé des filtres
qui ont transformé les compagnons en pourceaux et qui leur ont fait oublier leur patrie. C'est ce que raconte au chant 10. Circé, c'est raconté au chant 10 de l'Odyssée. Mais quand Ulysse l'a bu, ça ne lui a rien fait parce qu'il avait sa plante donnée par Hermès. Et c'est une histoire qui s'est plutôt bien terminée puisqu'il a passé une année délicieuse avec Circé. Et que Circé, vous vous en souvenez, a eu un rôle fondamental pour la suite de l'expédition. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous montrer des formules, des représentations inattendues de cette légende de Circé. Par exemple, à Tarente. Et ce n'est pas une production tarentine, ce sont aussi les sites attiques à figure noire. Et je les ai mis parce qu'au moins par la technique, ils sont identiques à d'autres œuvres exposées dans l'exposition. Mais là, dans cette représentation, le destin a priori triste de ses compagnons, transformé en sanglier, en animal, prend l'allure d'un joyeux banquet, d'un joyeux cortège, puisqu'ils ont l'air de danser, de se réjouir finalement dans cette atmosphère festive. Et puis une autre tradition tout à fait étonnante, et c'est le revers du vase que je vous ai montré en ouverture, c'est une tradition de scène donc parodique de la rencontre entre Circé et Ulysse, où on voit Circé qui touille son breuvage dans son skyphos pour bien mélanger le filtre à la boisson qu'elle va offrir à Ulysse. Ulysse qui a un aspect pas très héroïque, mais bon, c'est le genre qui veut ça, et qui va résister au charme. Et ce qui est intéressant, ce qui a été noté, c'est l'importance du métier à tisser derrière Circé, qui correspond à la manière dont Homère l'a décrit. Les compagnons, la première chose qu'ils remarquent quand ils arrivent dans le palais de Circé, c'est qu'elle est en train de tisser. Donc elle est vraiment représentée comme une femme à la maison en train d'accomplir son activité domestique, celle de la tisseuse. Mais dans ce cadre, le métier à tisser a été perçu par les commentateurs comme une métaphore du pouvoir de Circé. Le métier à tisser, c'est une métaphore du pouvoir chez Platon, c'est une métaphore de la structuration, de la séparation et de la mise en lien des éléments du monde, des personnes. C'est pas le lieu de m'attarder, mais le métier à tisser est quelque chose d'extrêmement important dans l'Antiquité, en tant que représentant d'une activité domestique, mais aussi métaphore du pouvoir. Et c'est intéressant de voir associé à ce personnage de Circé qui joue un rôle important dans la mesure où c'est elle qui va donner les clés de son destin à Ulysse, parce que c'est elle qui va lui conseiller d'aller se rendre au pays des morts pour consulter le devin Tirésias et lui demander quel parcours suivre pour finalement entrer chez lui, puisqu'il n'y arrive jamais, qui lui conseille aussi d'entendre le chant des sirènes, mais de boucher les oreilles de ses compagnons pour éviter que le navire se fracasse le long sur les côtes, et qui du coup va être l'auteur de l'initiation d'Ulysse, parce que il va être initié avec Tirésias, et il va être initié aussi avec le chant des sirènes. Et il accède à une connaissance à laquelle aucun homme peut accéder. C'est ce qui fait de l'héroïsme d'Ulysse un héroïsme très particulier, qui n'est pas simplement un héroïsme physique, mais un héroïsme lié à la connaissance assimilable à une initiation à laquelle on accède à travers certains rites dans des religions. Et ce n'est pas un hasard si c'est précisément sur un skyphos qui provient d'un sanctuaire dédié au dieu Kabir, qui sont associés à une religiosité à mystère, que ce skyphos a été retrouvé. Donc vous voyez que les images ont une stratigraphie vraiment de sens, et le mythe est le support de lecture allégorique qui nous renseigne sur ces systèmes de pensée. Donc le troisième épisode que je voulais vous montrer justement, c'est cette interrogation
des morts et cette rencontre chez les morts, dont on voit un premier exemple sur le col de cette Péliké attique, assez sommaire, mais dans un paysage qui veut évoquer un monde particulier, un monde au-delà du monde connu, et auquel Ulysse va avoir accès en respectant scrupuleusement les indications de Circé, c'est-à-dire sacrifier 2 béliers, faire couler le sang de 2 béliers vers le sol, ce qui permettra de faire remonter les morts. Et c'est ainsi qu'il accède à la rencontre avec Tirésias sur ce vase, un des clous évidemment de la collection que vous pouvez voir dans l'exposition. Ce cratère en calice, fabriqué lui aussi à Métaponte par un successeur du peintre d'Amycos et du peintre du Cyclope, et qui montre cette extraordinaire inventivité, cette capacité de réélaborer en images les mythes véhiculés par la tradition épique. Et comme je le disais ce matin, ce vase est un vrai monument épique, au sens où il réunit sur les 2 faces d'un même objet l'Iliade et l'Odyssée, ou plutôt l'origine de la guerre de Troie et le retour de la guerre de Troie, puisque sur la face avec Ulysse, donc vous avez Ulysse assis qui consulte Tirésias dont la tête émerge à côté des béliers sacrifiés, tandis que de l'autre côté, alors dans un modèle sur lequel Martine insistait ce matin dans la présentation, un modèle très sculptural, où on voit bien que l'évolution de la technique du peintre de ce vase doit beaucoup aussi à la connaissance de la sculpture, dans cette représentation plastique des corps en 3 dimensions, représentés de 3 quarts. Et c'est une dimension plutôt picturale qui caractérise l'autre côté du vase, où là, nous sommes vraiment dans les origines de la guerre de Troie, ce qui pour les Grecs est l'origine de l'histoire, puisque l'histoire a commencé avec la guerre de Troie. Et cette guerre de Troie qui a opposé les Grecs à l'Orient et qui va servir toujours de référent, même à l'époque où les Athéniens vont combattre contre les Perses, on se référera à la guerre entre les Grecs et les Troyens. C'est vraiment un paradigme de la culture, de la mémoire, de la construction historique, du sens de l'histoire pour les Grecs. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cet autre côté? C'est tout simplement le jugement de Paris, et donc c'est le début, c'est ce qui va tout déclencher. Hermès, à la suite de la querelle entre les déesses, et surtout d'Éris qui a lancé cette pomme pour que Hermès la remette à l'une des déesses, celle qui serait jugée la plus belle, ce qui met bien en embarras Paris, et qui tout le sujet du début de la guerre de Troie, que je n'ai pas le temps évidemment de raconter ici, mais qui montre un moment crucial, un moment de bascule, encore une fois, dans le temps, dans la perception du temps. Ce vase est aussi important dans la mesure où il ne s'adresse pas à un grec, et qu'il a été produit en Occident, dans une colonie grecque, et qu'il montre ce lien, encore une fois, entre les cultures, entre une cité grecque, Métaponte, et un client lucanien de cette petite ville qui s'appelle aujourd'hui Pistici, qui est connue aussi pour sa fabrication de amaro, qui est une boisson aussi, qui, si on en abuse, peut donner mal à la tête. Je passerai un peu plus rapidement sur ce 4e épisode, mais qui doit aussi beaucoup à l'initiation de Circé, puisque c'est Circé qui a recommandé à Ulysse, s'il voulait entendre, s'il voulait faire une expérience inédite, s'il voulait donc écouter le chant des sirènes, qui normalement charment les marins et qui en perdent le contrôle et viennent s'écraser le long des côtes, a demandé donc à ces marins de se faire attacher à son mât, et leur a bouché les oreilles et leur a commandé de ne jamais obéir à sa demande de se faire libérer si jamais il insistait. C'est comme ça qu'il a pu passer devant les sirènes qui pour les anciens étaient dans le golfe de Naples. Il y a différents points dans le golfe de Naples, sur des îles qui sont liées au mythe des sirènes. Donc une tradition que vous voyez ici à travers des lécithes attiques encore, à figure noire, et qui se transmet dans la céramique aussi, la tradition à figure rouge athénienne, et puis jusqu'à une production
italiote à Paestum, avec ce cratère attribué au peintre Python, un vase qui se trouve à Berlin, où l'on voit toujours Ulysse attaché à son mât. Hein, et vous noterez qu'évidemment, les sirènes à cette époque sont encore des sirènes oiseaux, avec cette nouveauté ici qu'elles sont représentées vraiment avec un corps de femme, avec des hanches très marquées. Et leur particularité, c'est qu'elles sont musiciennes. Donc elles charment par leur chant, et c'est les instruments de musique ici qui le représentent. Je montre très rapidement la popularité qu'a eu ce mythe sur des supports très différents. Au IIe siècle, les bols attiques à relief hellénistique, et puis sur des sols de mosaïque, qui permettait aussi de mettre en scène un univers maritime fait de monstres, hein, tout en évoquant cette figure du héros connaisseur qui accède à une connaissance privilégiée dans un empire romain donc étendu à l'Afrique, et dans des décors de maisons qui montraient que le propriétaire adhérait à un type de culture, peut-être s'identifiait au héros, ou bien même le revendiquait comme ancêtre. Jusque sur des sarcophages, ou peut-être que le thème des sirènes a à voir avec ce passage dans l'au-delà. Donc, je montre comme ça très rapidement les différentes valeurs que le mythe peut avoir, et sur des objets aussi très petits comme les gemmes, qui permettent, comme l'a dit Martine aussi, une grande circulation des images pour arriver jusqu'à cette lampe que vous avez dans l'exposition. Je finirai cette conférence par un document tout à fait exceptionnel qui synthétise les navigations d'Ulysse, qui est une peinture retrouvée dans une domus à Rome, sur l'Esquilin, et qui renvoie à une tradition picturale bien connue, évoquée par l'architecte Vitruve, par l'encyclopédiste Pline, un genre pictural qui s'appelait les errances d'Ulysse de paysage en paysage, Ulixis Rationes per Topia. C'est un genre qui a inspiré un type de peinture qu'on rangeait parmi les genres mineurs et qui décorait ici les murs d'une grande domus. On voit au premier plan un faux portique représenté par des pilastres rouges en perspective avec des ombres portées, derrière lequel se déroulent les aventures d'Ulysse. Et donc le propriétaire avait dans sa maison tout le parcours des navigations d'Ulysse pour décorer son intérieur, avec l'épisode des Lestrigon que vous voyez sur la droite, qu'on place en Sardaigne, et qui représente encore un exemple de cette sauvagerie à laquelle le navigateur va être confronté, et qui évoque les dangers de ces escales mythiques qui sont au cœur de l'exposition. Le paysage qui apparaît derrière ce portique est habité par des monstres comme les Lestrigons, mais aussi des créatures merveilleuses qui scandent son périple, puisqu'on y voit aussi la magicienne Circé, mais on y retrouve aussi le royaume des morts et le rivage habité par les sirènes. Donc ce parcours jusqu'à l'époque romaine, vous voyez, c'est là qu'on voit l'importance de l'Italie dans la transmission de ce patrimoine grec et sa réélaboration, qui des vases arrivent jusqu'aux maisons, sur les murs, sur les sols, et qui nous donne accès à ce système de pensée complexe, ce système de pratiques sociales et religieuses qui définissent et structurent la culture des communautés. Donc dans notre cas, tous ces documents nous permettent de mieux connaître les populations grecques et italiques qui ont partagé un patrimoine réélaborés en fonction d'exigences liées au groupe auquel ils appartiennent, un aristocrate, un empereur, un propriétaire de domus, un riche propriétaire de domus, des réélaborations qui évoluent aussi en fonction des techniques, des périodes. Et nous avons vu comment un épisode, par exemple, comme celui du Cyclope, pouvait revêtir des significations aussi diverses selon le destinataire qui pouvait commander cette image.
Donc ces images tissent bien des liens entre des histoires qu'il nous appartient de déchiffrer et que des expositions comme celle que vous pouvez voir et visiter et à laquelle je vous invite de revenir régulièrement nous permettent d'accéder. Merci. Alors, nous sommes prêts à écouter des questions et à répondre à des questions. Ouais. Puisqu'il reste un petit peu de temps avant la... Voilà, donc si en effet vous avez quelques questions à poser à Martine de Noyelles et Claude Posadou, je vous invite à les poser. Je ne vais pas forcément transmettre le micro pour les raisons que vous connaissez, mais voilà. Je vous demanderai de parler très fort au cas où... Pas de questions ?